époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Si l'un ou l'une d'entre nous est esclave, alors nous sommes toutes et tous des esclaves. L'écologie que nous défendons doit être férocement anticapitaliste, anarchiste, féministe, antiraciste, antispéciste et décoloniale. Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison. Floraison fait la promotion d'une résistance écologiste, mais à nos yeux cette résistance, cette lutte contre la domination et la destruction du vivant, doit se faire dans toutes les directions à la fois, pour l'émancipation de toutes et de tous. Pour beaucoup de personnes, il ne faut pas oublier que la première des violences, c'est l'État qui leur fait subir. Voilà pourquoi on se rapproche, on veut écouter et faire entendre les personnes qui subissent le plus cette violence-là au quotidien. Si vous suivez notre podcast, vous avez remarqué dans notre générique de fin, à la fin de chaque épisode, une voix qui s'élève parmi les autres, une voix pour la justice, pour le droit de vivre dignement, une voix forte, poignante, émouvante. Cette voix, c'est celle d'une grande sœur qui est entrée en résistance contre l'oppression d'un système injuste, c'est celle d'Assa Traoré, qui est engagée dans la lutte Justice pour Adama depuis 2016 avec courage et détermination. Pour le dernier épisode de la saison numéro 1 de Floraison, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Assa Traoré et le comité Justice pour Adama à la Fête de l'Humanité au mois de septembre dernier. Nous avons discuté de violence, de racisme, de lutte et de solidarité. Notre combat, ça fait 3 ans qu'on est dedans, ça fait 3 ans qu'on lutte. On en parle jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pas facile, c'est douloureux, mais pour avoir la vérité et la justice, nous sommes obligés d'en parler. Et mon frère a été tué le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Il n'avait pas sa pièce d'identité. Il voulait juste faire du vélo, il était en Bermuda avec sa chemise à fleurs. Et quand il voit les gendarmes interpeller un de ses frères, il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité et il ne veut pas aller en garde à vue, c'est son anniversaire. Et il décide de partir en pédalant sur son vélo. Les gendarmes vont lui courir après. Et mon frère va mourir d'un plaquage ventral, il va porter plus de 250 kilos. Les gendarmes vont l'étouffer. Mon frère va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Et ils vont le traîner jusqu'au véhicule. Dans ce véhicule, il va dire « je n'arrive plus à respirer ». Ils ne vont pas l'emmener à l'hôpital, ils étaient à peine 200 mètres. Il faut savoir que le plaquage ventral est interdit dans plusieurs États européens frontaliers, dans plusieurs États et aux États-Unis. Elle continue d'être pratiquée en France et elle tue malheureusement que les Noirs et les Arabes. Mon frère va mourir ce jour-là parce qu'il n'a pas son bouclier, parce qu'il n'a pas son gilet pare-balles. Cette pièce d'identité, il ne l'a pas. Nos frères dans nos quartiers, Adama dans nos quartiers, meurent en tout cas ces jours-là pour ça. Il faut surtout rappeler un fait historique qui est important et où on a les conséquences et les répercussions aujourd'hui sur notre quotidien. C'est que la pièce d'identité elle a été créée au temps de l'esclavage. Le premier passeport a été fait pour l'homme noir. Elsa Dorley en fait un livre où elle explique très bien cette partie, où elle parle de cette pièce d'identité qui est créée pour l'homme noir et qu'on pouvait abattre un homme noir quand il sortait dans la rue. Mon frère va mourir en 2016 parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité. La France a été condamnée pour le contrôle faciès par le corps européen. Aujourd'hui, c'est important de rappeler les faits historiques parce qu'aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est les conséquences de l'esclavage, du colonialisme. Nous avons toujours ces répercussions. La France a un très gros problème avec l'histoire qu'elle ne raconte pas.
Donc, et aujourd'hui, on les a en pleine face. Mon frère, quand il va mourir, ils vont nous cacher sa mort pendant plusieurs heures. Ma mère va aller à la gendarmerie, on va entendre dire qu'il a fait un malaise et on va lui dire que Adama va très bien, il est aux alentours de 21h. Ensuite, c'est qu'aux alentours de 23h où on va prendre la mort de mon frère officiellement. Tout de suite, ils vont criminaliser ma famille, ils vont criminaliser mon frère qui ne sera plus un coupable, mais une victime mais un coupable. Et les gendarmes vont devenir des victimes et Adama mort le coupable. Et on va dire que mon frère est mort de cause cardiaque, une infection très grave. On va dire que c'est faux. On va dire que mon frère est mort sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et on va dire que c'est faux. On va demander une contre-autopsie. Il faut savoir qu'à la contre-autopsie, ce jour-là, on va nous dire que nous savons que vous êtes musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez vos morts dans les 3 jours. Et sous prétexte de respecter notre rituel musulman, il s'était permis de contacter l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la compagnie Air France. Et on va leur dire non. On va demander cette contre-autopsie qui va dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, mais qu'il est bien mort asphyxié. On va demander à ce que le procureur soit dépaysé. On va demander que l'affaire soit dépaysée. Elle sera dépaysée à Paris. Que le procureur Yves Jani soit dessaisi de l'affaire. Il sera dessaisi de l'affaire. Et l'affaire va arriver à Paris. À Paris, les juges, aujourd'hui, nous sommes à 6 expertises. Cette expertise va dire que Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque, qu'Adama Traoré n'est pas mort d'infection très grave, mais vont demander un supplément sur l'expertise. Une autre expertise sera en septembre 2018. Pour la toute première fois, une experte en cardiologie va dire qu'Adama Traoré avait un cœur d'athlète. Il avait un cœur en très bonne santé. Pour la toute première fois, une experte en infectiologie qui va dire qu'Adama Traoré n'avait aucune infection très grave. Et nous avons cette maladie tropicale, cette maladie qui va arriver, c'est un acte raciste qui est fréquemment utilisé par l'État français. Quand ils veulent camoufler la mort de quelqu'un, on va chercher une maladie qui vient d'ailleurs. On va dire qu'Adama Traoré est mort de drépanocytose. Mon frère n'était pas atteint de drépanocytose. Et même si on a la drépanocytose, on n'en meurt pas comme ça, sous les coups des violences des gendarmes. Dans un premier temps, nous allons tout de suite porter plainte contre la première experte, Caroline Rimbaud, qui va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque. Elle sera convoquée 2 fois par les ordres des médecins pour qu'elle puisse rendre des comptes. Pourquoi elle écrit-elle ça? Aujourd'hui, nous demandons à ce qu'elle soit dessaisie et qu'elle n'exerce plus en tant qu'experte. Malheureusement, les juges se cachent derrière des fausses expertises pour emmener sur de non-lieux. Dans un second temps, nous allons demander une contre-expertise pour écarter la drépanocytose. Et la drépanocytose va être écartée tout de suite. Mais les juges déjà ne vont pas nous financer cette expertise que nous allons financer nous-mêmes. En février 2019, cette expertise va sortir et dire qu'Adama Traoré n'est mort d'aucune maladie, qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié suite au contrôle des gendarmes. Le matin même, les juges étaient prêts à fermer le dossier. Et le soir, rebondissement avec cette expertise qui va sortir, l'enquête est relancée. En avril, elles vont demander une autre expertise. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans une bataille d'expertise. Et jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont toujours pas mandaté d'experts. Et nous attendons, en tout cas, on espère que la semaine prochaine, les experts seront nommés et qu'on puisse avancer. Et tous les actes que nous avons demandés, soit que les témoins soient entendus, seront entendus. Bonjour Youssef. Bonjour. Tu es ici à la fête de l'Ima avec le comité Justice et Vérité pour Adama. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu es là et qu'est-ce que ça t'impacte? La fête de l'humanité, c'est quand même le rendez-vous incontournable de la rentrée pour toutes les forces dites de gauche, progressistes. Donc voilà, c'est important pour nous d'être là. C'est surtout une occasion on est souvent invité à intervenir dans différentes tables. Et puis aussi, c'est une occasion de rencontrer ou de revoir des militants qui nous soutiennent, qui nous suivent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de se promener dans la fête pour voir plein de t-shirts Adama. Ça, c'est assez intéressant quand même. Et voilà, on voit qu'il y a une évolution. C'est vraiment devenu un symbole de lutte. C'est vraiment le symbole de la lutte contre les violences policières, contre l'injustice en général. Et du coup, c'est aussi une occasion pour nous de faire de l'argent, de financer la lutte, notamment les frais de justice, les frais en prison, etc. Justement, est-ce que tu peux nous parler plus du combat Adama et de ce que ça signifie pour toi?
Le combat à Damas, c'est un combat qui, à la base, qui s'est créé, c'est un comité qui s'est créé par rapport à la mort d'Adama Traoré, qui a été tué donc, du coup, le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016. Et donc de ce comité, de ce drame, est né, je pense, un des plus grands mouvements aujourd'hui issus des quartiers populaires et de l'immigration, un des plus grands mouvements politiques qui a décidé d'aller sur tous les champs de la société, de parler de tout, de parler de toutes les questions, parce que nous on est persuadés que la question de la mort d'Adama Traoré, c'est un système qui l'a tué. Comme dit souvent Assa Traoré, Adama est mort sous le poids de 3 gendarmes et d'un système. Et que c'est important de toujours parler du système qui est aujourd'hui en place, qui est un système inégalitaire, un système capitaliste, un système qui est profondément dans sa nature même contre les habitants des quartiers populaires, mais aussi contre tous les pauvres et tous les dominés en France. Justement, nous, ça nous intéresse vraiment de ce qui a l'air de partir d'une anecdote, d'un fait divers et qui en fait fait vraiment système. Et est-ce que tu peux nous décrire la violence que subissent certaines personnes dans ton entourage ou que tu as rencontré au cours de cette lutte? Moi en fait, je suis déjà militant depuis très longtemps. Et j'ai grandi dans un quartier populaire à Bagnolet dans le 93, donc du coup la question de la police, j'y suis confronté depuis le collège, on va dire quoi. Depuis que les jeunes, un jeune des quartiers, on va dire qu'à partir de l'âge de 11 ans, 10 ans, c'est déjà une menace, c'est déjà un problème pour la police, un problème qu'il faut entre guillemets traiter quoi. Et donc du coup les humiliations, les contrôles aux faciès, qu'on n'appelait pas contrôle aux faciès et qu'on théorisait pas à l'époque quand on le vivait, c'est quelque chose de commun quoi. Moi ma première vraie garde à vue c'était j'étais en 4e, 3e quoi. J'étais déjà confronté à ça, des fouilles nues. J'étais confronté à ça jusqu'à ce que je comprenne que tout ça était illégal, mais pour moi j'ai intériorisé tout ça et pour moi, aujourd'hui ils m'ont attrapé, demain sera mon tour, je lancerai des pierres, c'est vraiment, c'est ça aussi qu'on incorpore depuis tout petit quoi. Donc tout ça évidemment je le sais, je le connais et quand il y a eu le drame, quand il y a eu la mort d'Adama Traoré et que je vois ça à la télévision, du coup moi j'ai tout de suite pris ma voiture, je me suis rendu à Beaumont-sur-Oise et moi je savais que ma place elle devait être là. Et nous ce qu'on essaie de faire prendre conscience aux gens et notamment ici à la fête de l'UMA, c'est que ce réflexe que moi j'ai eu, tout le monde devrait l'avoir en fait. Et qu'à ce moment-là, quand on voit Adama, en fait on doit avoir un être humain, on doit avoir un de ses semblables, quelqu'un qui nous ressemble, et on doit s'identifier à lui, on doit pouvoir venir. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette identification et qu'il n'y a pas cet élan-là dès le départ, c'est tout le travail médiatique, tout le racisme systémique, etc. Où en fait il y a cette déshumanisation qui fait qu'on ne s'identifie pas à Adama Traoré. Et l'actualité récente ne cesse de nous donner raison malheureusement, puisqu'on a vu qu'avec Steve, l'identification a été radicale. Elle a été tellement radicale qu'on a été tout de suite demandé une commission d'enquête le concernant. Et c'est très bien, on le demande et on demande justice pour Steve. Mais c'est juste hallucinant de voir la mobilisation spontanée qu'il y a pour Steve et qu'il n'y a pas du tout pour Adama ou pour Gay Camara ou pour toutes les victimes dans les quartiers populaires. Et pour toi, de façon crue, de façon honnête, pourquoi ? Clairement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une déshumanisation qui est ancienne, qui est là, qui vient de la colonisation, qui est inhérente à ce pays, qui est consubstantielle à la République, c'est le fait colonial. Et c'est le fait qu'en fait on a eu besoin de hiérarchiser les êtres humains, on a eu besoin de les considérer comme différents, la construction de l'autre, l'altérité, etc. Et qu'en fait pour pouvoir les dominer, pour pouvoir exploiter des ressources, on a inventé un système qui s'appelle le colonialisme et le racisme. Et que depuis, en fait, il n'a pas fallu juste donner entre guillemets l'indépendance à l'Afrique de l'Ouest ou même pour ce qui est de l'Afrique du Nord, l'arracher par les armes pour qu'un système comme ça aussi hiérarchisé, aussi puissant puisse disparaître. Ça se passe pas comme ça quoi. C'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop ancré et donc c'est tout notre travail aujourd'hui politique, c'est de continuer en fait ce travail-là de décolonisation entre guillemets quoi. Même si évidemment quand on parle de ça, c'est pas la même situation que Alger en 1955, c'est sûr. Mais il y a des similitudes, il y a des restes, il y a un continuum, notamment dans les pratiques policières. Il y a clairement un continuum colonial dans le vocabulaire utilisé. Par exemple, quand on parle de territoire perdu de la République, du coup de territoire à reconquérir, ça c'est le terme officiel qui a été adopté par Macron. On parle de territoire à reconquérir. Ça c'est un langage militaire, c'est un langage guerrier. C'est ce qu'on utilise en fait quand on veut dominer un territoire, le conquérir, et c'est carrément colonial ça. Voilà, et donc il y a des restes, ne serait-ce que même dans la création de la BAC, tout ce qui a été largement documenté et tout par des auteurs comme Mathieu Rigouste. Ouais, on connaît bien la police en dos colonial à la maison. Voilà, exactement. C'est que la BAC, la police, on peut remonter aussi à la question de Vichy et à la question du fascisme. Qu'en fait, c'est lié depuis le départ. Et les Algériens le savent très bien, puisque le 17 octobre 61, c'est 300 Algériens qui sont jetés à la Seine par un préfet de police qui était Maurice Papon et qui était un de ceux qui a déporté des enfants juifs, des familles juives françaises
dans les camps de la mort. Pour nous, c'est très compliqué. Mercredi, on était donc au procès des activistes décrocheurs de portraits de Macron, des activistes blancs et blanches. Ouais. Ils n'ont pas du tout le même rapport à la justice, et d'ailleurs on l'a vu nous-mêmes dans les tribunaux. Il suffisait de rentrer dans le tribunal pour voir que tout le personnel en fait, qui fait le ménage, qui fait l'entrée, qui fait la sécurité, qui fait la nourriture, ils sont racisés, quoi, noirs et arabes. Et par contre, ceux qui jugent sont blancs. Et nous, on a été super choqués de voir que dans une partie de la défense, c'était « vous voyez bien mes clients et clientes, ils ne sont pas dangereux, ça se voit ». Comment toi tu vis, comment vous vivez en fait ce parcours, ce labyrinthe au travers de cette justice oppressive ? Là, ce que tu décris, c'est ce qu'on voit depuis le départ dans tout ce qu'il y a eu, dans toute la répression qu'il y a eu sur les différents mouvements sociaux, que ce soit écologistes ou alors sur la loi travail, etc. C'est clair que les avocats, et même ceux qui sont accusés, ils jouent à fond le truc de nous, regardez, on fait des études, on est bien, clairement, voilà, on vient pas des quartiers, on n'est pas délinquants. En fait, clairement, ils jouent sur le racisme supposé des juges pour pouvoir espérer être acquittés, être relâchés sans être emprisonnés en fait. Et en fait, clairement, c'est pas dit, parce que la France c'est toujours comme ça, c'est jamais dit, mais nous sommes blancs, voilà, nous ne sommes pas des arabes, nous ne sommes pas dans la description du délinquant type, donc voilà, relâchez-nous quoi. Et ça, bien sûr, ça on le vit tous les jours, mais il faut assister à un procès d'un frère Traoré pour comprendre le racisme, la violence que c'est, faut voir. Hein. Et Youssouf là, il est sorti au bout d'1 an et demi, il est avec nous aujourd'hui, mais Youssouf il a été emprisonné pendant 1 an et demi en mandat de dépôt. Il a fait que du mandat de dépôt et il a été jugé 18 mois après. C'est hallucinant quoi. Pour 126 grammes qu'ils ont trouvé chez lui de shit quoi. C'est-à-dire que juste sur ça. Et c'est le seul évidemment qui est resté jusqu'au bout, etc. Mais la façon dont les juges s'adressent aux frères, à Bagui, à Youssouf, à Yacouba, etc. Mais c'est tellement raciste, c'est tellement de méprisant. Ils veulent pas prendre en compte le drame de départ qui est la mort d'Adama, qui est le départ de toutes les violences et qui conditionne tout le reste. Et ils le prennent pas en compte et au contraire ils prennent un malin plaisir à écraser et à vouloir absolument en faire des exemples. Parce qu'en fait l'idée qu'il y a derrière la répression qu'il y a autour des frères d'Adama, il y a deux choses. C'est que d'un, il faut justifier la mort d'Adama Traoré en faisant croire que du coup c'est une famille délinquante. Et la deuxième chose, c'est de terroriser le reste des quartiers populaires en envoyant un message en disant voilà ce qui peut vous arriver si jamais vous avez envie de faire comme eux en fait. Si vous voulez créer un comité comme ça, si vous voulez en gros chambouler la société, aller interpeller, vraiment faire de la politique, etc. Voilà votre sort. Voilà ce qu'on vous réserve. Ce qu'on vous réserve, c'est les 4 frères emprisonnés. C'est Bagui Traoré devant la cour d'assises qui va être jugé par un jury populaire et qui risque 20 ans de prison sur le même modèle de ce qu'ils ont fait à Villiers-le-Bel où ils ont été effectivement condamnés à 12 et 15 ans de prison sur rien. Et attention, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, on dit juste qu'il y a eu des tirs comme ça lointains quoi. Donc c'est ça en fait le message qui est envoyé. Évidemment la justice dans ce cas-là elle joue clairement son rôle. Et puis la troisième chose, j'ai oublié, c'est que comme il faut faire payer le fait aussi que la famille Traoré, Assa Traoré, ils ont démontré la complicité du parquet, le rôle du parquet, et notamment les mensonges du parquet. Et donc du coup, on a un procureur de la République française qui va devant les caméras et qui peut mentir comme ça, droit dans les yeux, en disant qu'Adama Traoré est mort parce qu'il avait consommé de la drogue et de l'alcool. En juillet, il y a eu une espèce de convergence avec les Gilets jaunes. Ouais. J'ai entendu une phrase très forte. Nous, on n'est pas Gilets jaunes parce qu'on est Gilets jaunes depuis 40 ans en fait. Ouais, ce que dit souvent Assa Traoré. Ouais. C'est fort ça. Quelle est ta vision toi sur une solidarité possible entre les luttes, entre les différentes luttes ? En fait, nous, à partir du moment où nous, on est minoritaire, qu'on ne représente pas grand-chose politiquement dans ce pays, tu vois, qu'on peut vite se faire écraser à tout moment, et on a vu, par exemple, la répression qu'il y a eu en octobre 2005, et comment on sait qu'on ne peut pas compter sur le reste de la société, ça on le sait déjà, on le sait d'avance, on l'a vu aussi par rapport à la vague des perquisitions et de l'état d'urgence, comment on a ciblé prioritairement les musulmans, comment tout le monde en avait vraiment rien à faire. Donc du coup, nous, on sait, on est conscient de ça, on est obligé de faire un pas politique en direction de ceux qui, pour nous, on considère comme étant des dominés, rejetés et que personne ne prend en charge. Et ça a été le sens de cette démarche pour les Gilets jaunes le 1er décembre 2018. C'est-à-dire que nous, on s'est reconnus en eux, on s'est identifié en eux, malgré les imperfections de ce mouvement, on n'est pas dupes. Mais comme on le répète souvent, pour moi, le racisme, là où je l'ai vécu le plus, c'est dans les mouvements de gauche. C'est ici à la fête de l'UMA, où j'entends des discours vraiment dignes du Front National, quoi. Et d'ailleurs, même quand on prend même la question, par exemple, de l'islamophobie, c'est un racisme qui vient de la gauche, et non pas de l'extrême droite. Souvent, on parle de l'eupénisation de la société, c'est faux. C'est en fait souvent, c'est des outils idéologiques qui vont être développés à gauche, notamment par exemple par rapport au voile.
Et on a vu comment c'est venu de profs de gauche, etc. Par exemple, si on prend la laïcité, par exemple, c'est un outil progressiste de gauche. C'est quelque chose qui était pour le progrès, c'était quelque chose qui voulait la séparation de l'État et de l'Église catholique, et pas protestante, catholique. Et pour autant, on voit qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est très à l'aise de le récupérer. Elle se revendique la laïcité. Quand on regarde historiquement la laïcité, l'extrême droite, elle est contre la laïcité. Pourquoi aujourd'hui, Marine Le Pen, en 2019, elle peut être à l'aise à reprendre une idée de gauche? C'est parce qu'en fait, elle a été galvaudée à gauche. Parce qu'en fait, elle sait que c'est une arme qui est utilisée contre les musulmans aujourd'hui et qu'au nom de ça, on veut nettoyer l'espace public d'une partie de la population, notamment des femmes musulmanes. Et donc souvent, voilà, nous on le sait que ça vient de ces espaces-là. Ça, c'est un exemple que je pense sur l'islamophobie. Donc à partir de là, on n'a pas accepté tous ceux qui donnaient des leçons aux gilets jaunes sur le racisme, tu vois, sur la xénophobie, sur l'homophobie et tout ça. Voilà, on va arrêter de se moquer un peu du monde. Et du coup, nous, on a voulu faire cette alliance-là. Au début, tout le monde nous prenait pour des fous. On a vu que finalement, notre présence était pertinente, notamment au vu de la répression policière violente, volontaire, où il y a eu des ordres de tirer clairement sur les gens, avec des blindés dans la rue, etc. Tout ce qui a été utilisé dans les quartiers populaires. Et du coup, l'aboutissement de ce travail de plusieurs mois, c'est l'acte 36 à Beaumont-sur-Oise, à 50 km de Paris quand même. Dans un quartier populaire, on a une présence massive de gilets jaunes, d'écologistes, de gens de gauche, voilà, des gens sincères en fait, des gens qui luttent, voilà, des gens qui, comme nous, mènent des luttes, souvent aussi très à la marge radicale, souvent à la marge des mouvements de gauche. Je pense par exemple au mouvement écologiste, et pas le truc bien pensant bobo de Paris, là, les marches sur le climat, des gens qui font vraiment des actions concrètes, qui veulent vraiment changer le système et qui pensent que par exemple qu'il faut être anticapitaliste si on veut être écologiste, quoi. Voilà, c'est un minimum, mais c'est pas évident à faire passer. Et du coup, nous, cette alliance-là, voilà, cette alliance des luttes, je trouve qu'on a réussi à le faire et c'était pas évident, mais personne ne croyait, on a réussi à le faire à Beaumont-sur-Oise autour d'Adama Traoré et c'était beau. Tu aurais peut-être un message court pour ces personnes, notamment écolo, comme tu dis, écolo-bobo, enfin les gens du Paris Centre par exemple, enfin, les gens, cette écologie de riches classistes qui pensent que est blanche et qu'on est en démocratie en fait. Et peut-être un mot pour eux. Le mot que j'ai envie de leur dire, c'est que vous devriez vite vous intéresser à la question des violences policières, de la question de la domination policière de l'État policier, puisque aujourd'hui, malheureusement, le mouvement, l'espace aujourd'hui dans la société qui est le plus réprimé après les quartiers populaires, c'est les mouvements écologistes. En général, à chaque fois, ils prennent toujours les mesures qui ont été testées sur les quartiers populaires, qui sont utilisées dans les quartiers populaires. C'est les écologistes qui sont les plus réprimés de loin. Donc on le voit à Bure, où c'est militaire, on le voit à Notre-Dame-des-Landes, on le voit pendant la COP21 avec des assignations à résidence, etc. Quasiment même pas 2 mois après la fin de celui qui avait été utilisé sur les familles musulmanes. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de leur donner, il faut se réveiller. Et surtout, voilà, s'il vous plaît, quoi, quand on parle d'écologie, c'est politique, c'est éminemment politique. Et c'est une question de domination aussi. Et surtout pensez que quand vous faites vos petits apéros avec des fruits secs, notamment des noix de cajou, des amandes, etc., il faut savoir où c'est fait. L'avocat qu'on aime tous, il faut savoir combien d'eau ça prend au Pérou, en Bolivie, etc. Et c'est au nom de qui, sur qui on arrive à avoir des avocats bio dans nos étals à Montreuil. Merci beaucoup. De rien. Victime de la police, ce n'est pas seulement un chiffre. Il y a des personnes derrière, il y a des parents, et il y a des amis. Comme le dit Assa Traoré, elle ne se bat pas contre des personnes, mais contre des institutions. Une révolte contre des systèmes qui nous oppressent. En ça, elle est résistante, et nous ne pouvons qu'être solidaires avec elle, lui apporter un soutien sans faille. On ne va certainement pas toutes et tous converger au sein d'un grand groupe, d'une grande organisation commune, dans une seule et même lutte. Nous ne subissons pas toutes et tous les mêmes oppressions. Il y a des dominations dont on ne peut pas faire l'expérience personnellement. En revanche, on peut se soutenir les uns, les unes et les autres dans des luttes différentes contre, globalement, un ennemi commun. Par exemple, le capitalisme, le patriarcat, la civilisation occidentale et ses valeurs. Et c'est en ça que nous nous déclarons solidaires de la famille Traoré pour renverser un ordre injuste. Alors bonjour Amine. Bonjour. Donc tu étais ici à la fête de l'UMA sur le stand de comité pour justice pour Adama. Qu'est-ce qui t'a amené à soutenir ce comité? Quelle est ton histoire? Donc moi j'ai un ami proche. Aujourd'hui ça fait 2 ans. Il s'appelle Yacine.
un jeune de Aulnay-sous-Bois, assassiné par X. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et voilà, je milite pour toutes les mamans qui pleurent leur fils, alors qu'on est des humains. Et l'humain passe avant tout le monde. Voilà. Pour moi, l'humain il est très important, parce que c'est lui qui fait le bonheur, c'est lui qui fait la vie. Et une maman, quand elle perd son fils, c'est triste. Et toi, du coup, t'as perdu un ami? Ouais, j'ai perdu un ami proche. Et même le dire au revoir la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Parce que le 13 septembre 2017, j'avais pas cru que c'était lui. Et en fait, le 14, j'ai su vraiment que c'était lui. Et voilà. Et comme quoi que je veux dire à mes frères et sœurs et aux mamans que la mort tient que sur un fil. En profitez de votre famille, faire du bien, pardonner et en profiter de la vie. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour militer contre les violences policières aujourd'hui? Eh ben, le contact avec la jeunesse, voilà, parce qu'on dit que la jeunesse c'est nous, il faut leur donner aussi la parole, il faut leur donner la possibilité de leur donner la voix, parce que c'est nous la jeunesse. Alors bonjour Youssouf. Bonjour. Merci de répondre à ma question. Est-ce que tu peux te décrire, te présenter très brièvement? Bah écoutez, moi c'est Youssouf Traoré, j'ai 25 ans, je vis à Beaumont depuis maintenant aussi 25 ans. Simplement je suis le frère d'Adama Traoré. Et en ce moment on est focalisé sur l'association, le combat de Adama Traoré et tous les autres combats qui suivent autour. Donc ça fait 3 ans que tu es engagé dans cette lutte. Est-ce que tu peux me décrire à quel point ça a changé ta vie? Oui, ça fait 3 ans qu'on fait ce combat et que bien sûr ça a changé les vies de tout le monde dans la famille. Après voilà, ça nous a plus soudé la famille et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui le deuil n'est pas encore fait parce qu'on attend toujours la mise en examen des gendarmes. Puis depuis qu'on mène ce combat, on a vu la justice elle n'est pas de notre côté et on subit les pressions des forces de l'ordre, on va dire de l'État carrément. Ils ne sont pas là pour nous accompagner dans notre combat, au contraire, ils sont là pour déjà nous diviser et qu'on ne puisse pas faire notre combat à notre façon. Et dans tout cela, on a vu, tous mes frères et moi, on est partis en prison. Et puis voilà, ils nous mettent la pression comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on mène notre combat comme on le mène. Parce que le combat, il a pris de l'ampleur. Et ça, ils l'ont vu et ça, ils n'aiment pas. Donc, ils nous mettent la pression comme ça à nous. Mais on ne lâchera pas. On lâchera pas. Nous, on est un média écolo. Et il y a beaucoup de personnes dans ce mouvement qui sont très libérales et qui pensent qu'on vit dans une démocratie, qui n'ont jamais subi de violence policière de leur vie. Et ils vivent dans une autre réalité. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces personnes qui sont un peu naïves? Ces personnes-là, je pense qu'ils sont jamais sortis de leur ville où ils habitent. Par exemple, je citais par exemple Neuilly dans le 92, tout ça là. Nous on habite dans la banlieue. Qui viennent faire un tour en banlieue, ils vont voir comment ça se passe. Peut-être eux ils ne se font pas contrôler par rapport déjà. Nous on n'est pas racistes du tout. Au contraire, j'ai des amis blancs, arabes, de toutes les couleurs. Mais la plupart du temps, c'est les Noirs qui sont contrôlés, les Noirs et les Arabes. Et la plupart des Blancs, quand je leur pose des questions, est-ce que tu te fais contrôler? Ils m'ont dit non, moi je ne me fais pas contrôler. Je ne suis jamais fait contrôler. Nous on habite dans des quartiers et c'est pas pareil comme eux où ils habitent en fait. C'est différent. Donc eux, ils ne connaissent pas tout ça. C'est comme un exemple les Gilets jaunes, par rapport au combat des Gilets jaunes. Ils ont vu comment la police elle était. Ils ont vu comment la police était acharnée sur eux, comment ils tiraient au flashball. Nous, ça, on subit ça depuis tous les jours. C'est pas que un an, là, ça va faire 1 an. C'est pas que depuis 1 an, on subit ça chez nous, c'est depuis tous les jours. Et voilà. Et là, ils commencent à comprendre petit à petit que, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça. Ils sont blancs, ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va nous dire comment lutter, comment faire ci, comment faire ça. C'est comme on dit, c'est le quartier. Nous, c'est le quartier, on s'est fait tout seul. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, nous, on a des soutiens.
on prend tout conseil, mais personne ne va nous dire comment lutter et comment avancer de l'avant. Après, tous les conseils sont bons. Mais aujourd'hui, si on en est arrivé à là, c'est que nous, notre famille, on n'a pas lâché. Et les amis, les soutiens du quartier, c'est le local. À Beaumont-sur-Oise, Persan, Beaumont, Champagne. Et voilà. Est-ce que tu aimerais faire un appel à beaucoup de gens qui, pour l'instant, sont silencieux et qui devraient sortir du silence pour vous soutenir? Oui, bien sûr. Moi, j'appelle à tous les gens de quartier à se lever et prendre position et voilà, dire non, stop aux violences policières. Parce que de jour en jour, comme récemment, Gay Camara, on lui a tiré une balle dans la tête. C'était pas nécessaire. Et depuis la mort de mon frère, on a vu beaucoup de morts. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Mais je fais appel aux personnes à se lever, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un combat qu'on ne lâche pas. Et à côté de ça, ma famille, depuis 3 ans, subit une répression et un acharnement de la part de l'État. Ils ont créé en nous des soldats. Ils ont mis en face de nous, c'est une machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme et qui n'a ni remords. C'est une machine qu'on doit renverser. Et pour cesser cet acharnement, et c'est un combat qu'on mène avec toute la France, c'est un combat qu'on mène avec énormément de monde, peu importe d'où tu viens, que tu viennes des quartiers, pas des quartiers, ton appartenance sexuelle, ta religion, ce que tu manges, vegan ou pas vegan, c'est un combat qui doit être dénoncé par tout le monde. À suite de tout ça, tous mes petits frères ont été mis en prison. 4 de mes petits frères, 2 sont sortis il y a quelques mois, il en reste encore 2. Et Bagui risque plus de 30 ans de prison, 60 gendarmes, ce qui est ridicule, portent plainte contre lui pour tentative d'assassinat. Nous allons aux assises, nous en ferons un procès politique. On appelle à ce que tout le monde vienne à la justice pour Adama, on l'aura, mais pas contre la liberté de mes frères. Pour moi, ça me parle énormément quand tu dis « j'ai compris ce qui s'est passé, n'était pas seulement un fait divers, mais fait partie d'un système ». Est-ce que tu peux me décrire cette violence et depuis combien de temps, depuis quand, combien d'années tu as conscience qu'une machine est lancée contre toi J'ai toujours su qu'il y avait de l'inégalité et de l'injustice. Mes frères subissaient déjà de l'acharnement, des jeunes de quartier, je suis éducatrice sans prévention spécialisée. Ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on connaît. Mais je ne m'étais jamais dit qu'un jour ce système-là allait tuer mon petit frère. Cette machine de guerre allait tuer un de mes petits frères. Il faut savoir que nous sommes dans un monde et dans un pays où nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France, où nos frères ne sont pas considérés pouvant participer à la construction de ce monde, et où nos frères ne sont surtout pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Ils n'ont pas la liberté d'expression, ils n'ont pas la liberté de circuler, et ils n'ont pas de droit de vie sur leur propre vie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dénoncer, la peine de mort a été abolie. Une fois, une journaliste me pose la question en me disant « Ah ça, que pensez-vous de la journée de la femme ?» Je lui dis « Mais c'est une journée, il faut continuer à se battre et à se battre pour que toutes les femmes du monde puissent avoir les droits qu'elles méritent. » Et je renvoie cette question, je lui dis « Mais d'autres hommes tuent d'autres hommes de nos quartiers. C'est un combat qu'il faut aussi mener et montrer au monde entier qu'ils ont des droits et qu'il faut le faire respecter leurs droits. » Je pense qu'on a un média qui parle aux écologistes. Il y a beaucoup d'écologistes qui vivent dans une certaine naïveté de l'État comme machine de guerre, comme puissance répressive. À ces personnes naïves, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui? On a écrit 2 livres. Le premier, c'est le livre Lettre à Adama. Moi, j'invite tout le monde à d'abord lire ce livre-là, à humaniser, mon petit frère à humaniser ce jeune garçon, où on explique le combat, où on explique l'histoire de mon frère. L'histoire d'Adama Traoré ne commence pas le 19 juillet 2016 dans cette cour de gendarmerie. L'histoire de mon petit frère commence le 19 juillet 1992 dans cet hôpital à Paris avec sa sœur jumelle. L'histoire de mon frère commence avec mon père quand il quitte le Mali à l'âge de 17 ans et qui va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille. L'histoire d'Adama Traoré, c'est aussi mes 2 grands-parents qui ont fait la guerre 39-45 et qui se sont battus pour la liberté de la France et qu'un meurt ici et qu'un part avec une jambe en moins. Ça, c'est d'abord l'histoire, c'est ce que j'ai envie que les gens sachent d'abord du combat. Avant de parler de ce qui s'est passé, ce jour-là, c'est de dire qui était Adama Traoré. Et moi, je veux que les gens puissent lire l'histoire de mon frère. Parce que
J'ai conscience que beaucoup de gens ne connaissent pas les quartiers et ne connaissent pas, c'est loin, c'est loin de leur milieu de vie où ils n'ont pas eu l'occasion, mais on a une occasion pour tout. C'est déjà de connaître et de dire ce sont des personnes humaines et qu'ils ont un pied dans la vie, un pied dans la mort. Quand on écrit ce livre, on va me dire souvent Assa Traoré, mais vous dites pas souvent le mot raciste. J'ai dit c'est ça le problème. C'est ça le problème avec beaucoup de monde en France, c'est quand le mot raciste n'est pas dit, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de racisme. Vous savez, ils peuvent aller à la boulangerie et subir un acte raciste, on n'a pas besoin de le dire. Et vous pouvez être spectateur. Et il ne faut pas rester spectateur de tout ça, il faut le dénoncer. Dans le deuxième livre qu'on écrit, Combat Adama, qui n'est pas la suite de Lettre à Adama, je vous invite vraiment les gens à lire ce livre-là et de comprendre le combat. Et ensuite, je pense qu'ils iront dans le combat sans que je puisse les convaincre. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je suis là juste pour raconter mon histoire. Et l'histoire d'Adama, elle commence là aussi. Par contre, dans ce deuxième livre qu'on va intituler Contre le contre-manuel, ce livre que j'ai fait avec Geoffroy de la Gazouille, chacun écrit ses parties. C'est dans ce livre, on l'oppose à celui-là de l'État. L'État, quand un de nos frères meurt, ils ont ce manuel qui vont sortir, c'est systématiquement la même chose. C'est pareil. Criminalisation, aller sur un non-lieu, comment le pouvoir se partage les tâches, le racisme. Et je vais te dire cette phrase dans ce livre, Adama Traoré est mort parce qu'il était noir. On va dire à Assa Traoré, c'est violent ce que vous dites. Et je dis, mais si ce jour-là, le corps de ce jeune garçon de 24 ans avait été le corps d'un homme blanc, est-ce qu'il aurait subi toute cette violence? Est-ce que le corps d'un homme blanc aurait pris 250 kilos dans cet appartement-là? Est-ce que le corps d'un homme blanc serait passé devant un hôpital à peine 200 mètres sans qu'on lui apporte assistance? Est-ce que le corps d'un homme blanc aurait été jeté dans une cour de gendarmerie comme un chien sans qu'on lui apporte assistance? Il faut savoir que ce sont les pompiers qui vont venir, qui vont insister et qui vont dire aux gendarmes, retirez-lui les menottes. Et les gendarmes vont dire non, les pompiers vont dire on ne peut pas le laisser mourir, c'est un jeune homme de 24 ans. Merci. Est-ce que le corps d'un homme blanc aurait été laissé mourir dans une cour de gendarmerie et que la mort soit déclarée à 19h05? Et on me répond que non. Je dis c'est ça le combat d'Adama Traoré. Et c'est tout ce qu'il faut dénoncer, tout ce qu'il y a derrière. On parle d'asphyxie dans ce livre. Mon frère est mort asphyxié, mais nos quartiers sont asphyxiés. Nos frères sont asphyxiés et ils en meurent dans le quotidien. Comment tu fais pour tenir avec ce courage depuis 3 ans, cette lutte? Comment elle s'organise? Comment tu l'organises? Comment tu reçois de l'aide? De qui tu reçois de l'aide? Déjà, on a un comité puissant. C'est le comité Vérité et Justice pour Adama. Et en fait, le combat, j'invite les gens à lire le livre. On explique comment le combat s'est créé. Et en fait, tout combat qui garde une force encore plusieurs années, c'est un combat qui est porté par le local. C'est le local qui a porté ce combat. Il a été construit localement par les habitants et les amis d'Adama, de ma famille. Et aujourd'hui, il a été créé ce comité avec les amis, mes frères et des militants qui sont venus de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est un combat où il y a énormément de monde qui arrive et qui porte ce combat à Adama, où chacun sait ce qu'il a à faire, où chaque décision est réfléchie et mûrie. Et voilà comment on avance. Aujourd'hui, on est sur le stand de l'UMA. On vend des t-shirts. On ne vend pas des t-shirts parce que ça nous fait plaisir, on vend des t-shirts parce que la lutte elle a un coût économique. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Comme je vous l'ai dit, la dernière expertise, on la paye nous-mêmes. C'est grâce aux personnes qui achètent des t-shirts et des livres et des tote bags, qui font des dons sur l'association que vous pouvez trouver sur Facebook, sur Twitter, qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à payer une expertise. Donc voilà en tout cas comment le combat est construit. On a nos médias sur notre propre page. Quand je dis nos médias, nous avons les pages sur Instagram, il y a la page Assa Traoré ou La Vérité pour Adama, sur Twitter La Vérité pour Adama, sur Facebook La Vérité pour Adama, où nous sommes là constamment et où on dénonce aussi les autres injustices que les autres peuvent subir. Merci, on mettra tous les liens sur le site et on appelle à une solidarité sans faille. On mettra aussi les liens des livres et de d'Elsa Dorlin, c'est Se défendre. Oui. Merci Assa d'avoir répondu à nos questions. Tu es vraiment une source d'inspiration, d'admiration pour nous. On ne peut que être totalement solidaire avec toi et avec ta lutte. Et beaucoup de courage. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous en tout cas. Et le combat continue et on y va ensemble.
Assa, ils ont fait de toi une guerrière, ils ont fait de la famille Traoré des guerriers. Une guerre est menée contre le vivant, contre les pauvres, contre les femmes, contre les Noirs et les Arabes, et contre les plus faibles, contre celles et ceux que le pouvoir considère comme n'étant rien. C'est ce regard-là que nous aimerions porter au sein du mouvement écologiste pour qu'il soit à la hauteur des enjeux. Un regard de résistance contre les institutions qui maintiennent l'oppression, comme le capitalisme, comme le patriarcat ou comme la civilisation industrielle. Et si la majorité des écolos passaient maintenant à la riposte et disaient « Ils ont fait de nous des guerriers, des guerrières, qu'est-ce que ça donnerait ?» Si les écolos disaient « Les industriels, les capitalistes et les gouvernements ont déclaré la guerre au monde vivant. Ils ont fait de nous des éco-guerriers. » On aimerait bien voir ça. Nous avons besoin de réfléchir et agir en guerrières et guerriers, tout en restant solidaires des plus opprimés. Il n'y a maintenant, de toute façon, que deux choix possibles. Continuer jusqu'au désastre total, casser, démanteler intégralement la civilisation industrielle, militaire, capitaliste, patriarcale, coloniale, spéciste. La riposte est nécessaire, la victoire est possible. Que s'est-il passé depuis le mois de septembre ? L'État s'acharne et veut faire de la famille Traoré un exemple. Mais la famille Traoré se bat de façon exemplaire. Le 10 décembre 2019, Assa Traoré a appris qu'elle allait être mise en examen pour diffamation envers des gendarmes, pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique. 2 gendarmes avaient porté plainte contre Assa Traoré pour les propos écrits sur un compte Facebook. « Les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom, Adama. » Et « Pas de justice, pas de paix, mise en examen des gendarmes. » Aujourd'hui, l'inversion des rôles est incroyable, insupportable, révoltante. Nous vous encourageons évidemment à soutenir Assa Traoré et le comité Justice pour Adama, à exprimer une solidarité indéfectible pour leurs prisonniers, à les aider par tous les moyens possibles. Un immense merci à Assa pour cette discussion, merci à Youssef, Youssouf et Amine. Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, mais c'est aussi la fin de la saison numéro 1 du podcast Floraison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et soutenus jusqu'ici. Nous faisons une courte pause avant de revenir pour la saison numéro 2. À bientôt. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, ni Dieu, ni maître, ni mari. Justice pour Adama. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb.
We've got to let that love call us to action.